Les sœurs Dionne, appelées aussi les jumelles Dionne ou les quintuplées Dionne, sont nées dans le village de Corbeil, en Ontario, au Canada, le 28 mai 1934. Elles sont les premières quintuplées connues à avoir vécu au-delà de la petite enfance. La probabilité de donner naissance à des quintuplés identiques est d'1 sur 57 millions. Les sœurs Dionne sont nées prématurées de 2 mois, avec l'aide du docteur Alan Roy Dafoe et de 2 sages-femmes, Madame Legros et Madame Lebel. Les 5 sœurs se prénomment ainsi: Annette Liliane Marie Dionne, qui en 2019 est toujours vivant. Cécile Marie Émilda Dionne, qui est également toujours vivante en 2019. Émilie Marie Jeanne Dionne, morte à 20 ans au couvent le 6 août 1954 à Sainte-Agathe-des-Monts, d'une asphyxie accidentelle pendant une crise d'épilepsie. Marie Réma Alma Dionne, quant à elle, est morte à 35 ans le 27 février 1970, apparemment d'un caillot de sang dans le cerveau, à Montréal. Et la dernière des sœurs, Yvonne Edwilda Marie Dionne, est morte à 67 ans à Montréal le 23 juin 2001 d'un cancer. Les parents Dionne sont Oliva Edward et Elzire Dionne, qui se sont mariés le 15 septembre 1925. Ils vivent à l'extérieur de Corbeil, dans une ferme en territoire non enregistré. Les Dionne sont une famille d'agriculteurs francophones avec 5 enfants plus âgés: Ernest, Rosemary, Thérèse, Daniel et Pauline, qui n'a que 11 mois de plus que les quintuplés. Un 6e enfant, Léo, est décédé d'une pneumonie peu après sa naissance. Les Dionne donnent naissance également à 3 fils après les quintuplés: Oliva Junior, Victor et Claude. Elzire a 24 ans lorsqu'elle donne naissance au quintuplé. Elle souffre durant sa grossesse qu'elle porte des jumeaux, mais personne ne sait que des quintuplés étaient possibles. Les quintuplés naissent prématurément. En 1938, les médecins ont une théorie qui s'est avérée correcte plus tard, lorsque des tests génétiques ont montré que les filles étaient identiques, ce qui signifie qu'elles ont été créées à partir d'un seul et même ovule. Elzire déclare avoir eu des crampes au cours de son 3e mois et avoir évacué une substance étrange qui aurait pu être un 6e fœtus. Le docteur Alan Roy Dafoe est reconnu pour avoir permis la naissance réussie des quintuplés. Il accouche les bébés avec l'aide de 2 sages-femmes, Madame Donalda et Madame Benoît Lebel, qui seront appelées par Oliva Dionne au milieu de la nuit. Émilie et Marie partagent le même sac embryonnaire. Annette et Yvonne partagent aussi le même sac. Et on pense que Cécile partage un sac embryonnaire avec le 6e bébé qui est malheureusement décédé durant la grossesse. On découvre plus tard que toutes, sauf Émilie, sont droitières et toutes, sauf Marie, ont un tourbillon dans leurs cheveux dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le poids total des quintuplés à la naissance est de 6,1 kg. Le poids le plus élevé est de 1,5 kg et le poids le plus bas est de 1 kg. Leurs poids et mesures individuelles ne sont pas enregistrés. Les quintuplés sont immédiatement enveloppés dans des draps de coton et de vieilles serviettes et déposés dans un coin du lit. Elzire, suite à l'accouchement des 5 enfants, tombe en état de choc, mais elle se rétablit en 2 heures. Les bébés sont placés dans un panier en osier emprunté aux voisins, recouvert de couvertures chauffantes. On les emmène dans la cuisine et on les place près du chauffage à bois pour les garder au chaud. Un par un, on les sort du panier et on les masse avec de l'huile d'olive. Toutes les 2 heures, pendant les 24 premières heures, on leur donne de l'eau sucrée au sirop de maïs. Le 2e jour, on les déplace dans un panier à linge légèrement plus grand et on les tient au chaud avec des bouillottes. On les surveille constamment et il faut souvent les réveiller. On leur donne ensuite une formule 7-20 qui contient du lait de vache, de l'eau bouillie, 2 cuillères de sirop de maïs et 1 ou 2 gouttes de rhum pour les stimuler. La nouvelle de cette naissance inhabituelle s'est rapidement répandue.
déclenchée par la demande du frère d'Oliva au rédacteur en chef du journal local pour savoir combien il demanderait pour l'annonce de 5 bébés lors d'une seule et même naissance. Bientôt, des gens de toute l'Amérique du Nord offrent leur aide. Des particuliers envoient des fournitures et des conseils bien intentionnés. Une célèbre lettre des Appalaches recommande de petites doses de whisky de seigle brûlé pour prévenir les diarrhées. Charlie Blake, un journaliste du journal Chicago American, trouve un vieil incubateur de 1895 qui ne fonctionne pas à l'électricité, ce qui est important car la maison des Dion ne possède pas d'électricité. Le journal Toronto Star fait venir un deuxième incubateur qui en fait construire 3 autres à partir de plans anciens. Des femmes offrent leur aide en donnant leur lait maternel au quintuplé. Elles sont rémunérées pour leurs dons, recevant 10 cents par once de lait donné. Une fois le lait reçu, il est conservé et envoyé par train au quintuplé. Le docteur Alan Brown de l'hôpital pour enfants malades de Toronto veille à ce qu'un train contenant 28 onces de lait maternel soit livré au quintuplé chaque matin. Leur père, Oliva Dion, est contacté par des forains quelques jours après la naissance des quintuplés pour lui demander d'exposer ses enfants dans des tournées dès que leur santé le leur permettrait. À contre-cœur, après s'être mis d'accord avec sa femme Elzire, il signe alors un contrat. Il s'engage avec la Chicago Century of Progress Exposition, une foire internationale, pour utiliser l'argent pour nourrir et vêtir sa famille brusquement agrandie. Les bébés doivent vivre dans un aménagement spécial créé pour eux sur les foires. À cette époque, il est courant d'exposer dans des foires des prématurés dans leur couveuse. Mais cependant, le père se rétracte le lendemain et annule ce contrat. Néanmoins, l'opinion publique est alertée par cette exploitation des nouveau-nés et condamne rapidement les parents, en particulier Oliva, le père. Rapidement, le gouvernement de l'Ontario est mêlé à l'affaire. La garde des 5 bébés est alors retirée à leurs parents par Mitchell Hepburn, Premier ministre de l'Ontario, en 1935, initialement pour une tutelle de 2 ans. Les bébés sont confiés au docteur Dafoe et 3 autres tuteurs. Ironiquement, alors que les sœurs Dion sont retirées à leurs parents pour empêcher qu'elles soient exploitées et les garder en bonne santé, le gouvernement comprend très vite l'intérêt porté à Cécile, Annette, Marie, Yvonne et Émilie, et se met alors à les exploiter financièrement à son tour. Les fillettes sont déclarées pupilles de la couronne de la province jusqu'à l'âge de 18 ans. En face de leur lieu de naissance, l'hôpital et nurserie Dafoe est construit spécialement pour les filles et ceux qui s'occupent d'elles. La galerie d'observation où des milliers de personnes viennent voir à travers des grillages les quintuplés joués 2 fois par jour devient une partie de Kentland, une sorte de parc d'attractions où on vend aussi des marchandises liées au quintuplé. C'est à partir de ce moment-là que les quintuplés sont considérés comme des bêtes de foire. En février 1935, les Dion se rendent à Chicago en tant que Parents of the World Famous Babies et font des apparitions sur scène. Oliva Dion siège au conseil des tuteurs des quintuplés, mais il assiste rarement aux réunions car il pense que son vote n'aura pas d'importance face aux 3 autres tuteurs, le docteur Dafoe, Joseph Valin et le ministre du Bien-être social, David Kroll. Ces 3 tuteurs se réunissent 1 fois par mois et ont le contrôle total sur les affaires concernant les quintuplés. Ils sont impliqués dans les soins destinés aux filles, la gestion de l'argent et la création de contrats pour des opportunités commerciales, telles que des apparitions dans des films et des publicités, alors qu'elles sont de toutes jeunes nourrissons. La raison invoquée pour retirer la garde légale des quintuplés à leurs parents est d'assurer leur survie et leur protection contre les promoteurs. Chose qui est totalement fausse puisque le gouvernement va profiter des quintuplés pour gagner de l'argent sur leur dos. De leur petite enfance à l'âge de 9 ans, Marie, Cécile, Yvonne, Émilie et Annette vivent à l'hôpital et ne sont pas autorisées à sortir de ce lieu, à avoir des amis, à participer aux fêtes familiales ou encore à aller à l'école du village
ou avoir des contacts avec leurs parents ou leurs frères et sœurs. Élevées par des infirmières qu'elles considèrent parfois comme des figures maternelles, les 5 fillettes vivent essentiellement comme une seule entité, ne sachant pratiquement rien du monde à l'extérieur de l'hôpital. Les sœurs et leur image, ainsi que le docteur Dafoe, sont utilisées pour des publicités pour des produits comme Quaker Oats et des milliers d'autres marques populaires. Elles sont les vedettes de 4 films de Hollywood: The Country Doctor, sorti en 1936, Reunion, sorti la même année, Five of a Kind, sorti en 1938, et Quintuplet, sorti la même année. Les sœurs Dion sont constamment testées, étudiées et examinées, et tout est consigné dans un dossier. Lorsqu'elles vivent dans la résidence, elles ont un mode de vie assez rigide. Elles sont obligées de participer aux tâches ménagères et reçoivent des cours particuliers dans le même bâtiment où elles vivent. Soignées principalement par des infirmières, elles ont une exposition limitée au monde extérieur, à l'exception des tournées quotidiennes de touristes qui, du point de vue des sœurs, est généralement entendue mais pas vue. Elles sont littéralement considérées comme des bêtes de cirque. Elles ont également des contacts très occasionnels avec leurs parents ainsi que leurs frères et sœurs de l'autre côté de la rue. Lorsque leurs parents sont autorisés à entrer dans la crèche, ils se disputent très souvent avec les infirmières. Elles y repoussent même une fois les infirmières et s'opposent à la nourriture qu'on leur donne. Chaque matin, les filles s'habillent ensemble dans une grande salle de bain et s'habillent de la même manière, boivent du jus d'orange et de l'huile de foie de morue, puis se font friser les cheveux. Elles disent ensuite une prière, un gong sonne et elles prennent leur petit déjeuner dans la salle à manger. Après 30 minutes, elles débarrassent la table. Elles jouent ensuite dans la véranda pendant 30 minutes, prennent une pause de 15 minutes et à 9h a lieu leur inspection matinale avec le docteur Dafoe. Chaque mois, elles ont un horaire d'activité différent. Elles prennent un bain tous les jours avant le dîner et enfilent leur pyjama. Le dîner est servi à 18h précises. Elles vont ensuite dans la salle de jeu silencieuse pour dire leur prière du soir. Chaque fille a une couleur et un symbole pour marquer ce qui lui appartient. La couleur d'Annette est le rouge et son dessin une feuille d'érable. Le vert est une dinde pour Cécile. Émilie, elle, a le blanc et une tulipe. Marie le bleu et un ours en peluche. Et Yvonne le rose et un merle bleu. Jusqu'à la naissance des quintuplés, Dafoe est un médecin de campagne. Il reçoit une attention particulière lors de la naissance des quintuplés et est considéré comme un médecin ayant de nombreuses connaissances en matière de soins aux enfants et de santé. Jusqu'en 1942, date à laquelle Dafoe prend sa retraite, il est connu comme le meilleur médecin du monde. Il écrit un livre de nombreuses brochures et possède même une émission de radio, le tout dans le but d'aider les mères à prendre soin de leurs nourrissons. Ces émissions sont sponsorisées par des entreprises et des marques telles que les lingettes Lysol, qui sont considérées comme efficaces pour prévenir les infections chez les nouveau-nés. Les mères sont très reconnaissantes des conseils du docteur, car elles recherchent activement des conseils de professionnels dans le domaine des soins de santé ou de la périculture pour leurs enfants. Finalement, Dafoe est considéré comme profitant de sa nouvelle renommée. Il dépense beaucoup d'argent et est retiré alors de la liste des 3 principaux soignants des quintuplés. Ce retrait implique Olivia Dion, qui intente une action en justice pour récupérer la garde de ses enfants. Le grand public ne sait pas que Dafoe avait gagné 182 466 $ en 1943 sur le dos des quintuplés. Au début de l'exposition des sœurs, les visiteurs observent les quintuplés à travers une fenêtre de l'hôpital. L'hôpital s'est vite rendu compte que cela n'est pas bon pour les filles, car elles sont excitées lorsque les visiteurs arrivent et s'irritent lorsqu'ils partent. Dire aux visiteurs de ne pas faire de bruit n'est pas suffisant pour les en empêcher. Les quintuplés sont exposés 4 fois par jour. L'observatoire ouvre le jour de la fête du Canada en 1936. Des milliers de touristes viennent voir les sœurs et des centaines de voitures affluent. On demande aux visiteurs de rester silencieux et de ne pas parler aux filles.
de continuer à se déplacer pour éviter les blocages. Si le temps est mauvais, les filles ne sont pas montrées et aucune photo n'est autorisée. Les filles savent qu'elles sont surveillées, car elles peuvent entendre des cris et des rires. Les écrans à sens unique ne bloquent pas complètement les visiteurs, agissant plutôt comme du verre dépoli. L'hôpital est vraiment considéré comme un zoo à ce moment-là, et les fillettes sont des animaux. Environ 3000 personnes par jour se rendent dans la galerie d'observation qui entoure le terrain de jeu extérieur afin d'observer les sœurs Dion. Un grand parking est prévu et près de 3 millions de personnes se promènent dans la galerie entre 1936 et 1943. Oliva Dion tient une boutique de souvenirs et un magasin de laine en face de la crèche, et le quartier prend le nom de Queensland. Les souvenirs à l'effigie des 5 sœurs comprennent des autographes et des photographies encadrées, des cuillères, des tasses, des assiettes, des plaques, des barres chocolatées, des livres, des cartes postales, et ainsi que des poupées. Des pierres de la région, censées avoir le pouvoir magique de fertilité, sont mises gratuitement à la disposition du public dans des bacs. Les bacs doivent être remplis pratiquement tous les jours tellement que les femmes se servent dedans. Les femmes sans enfants touchent Elzire Dion, croyant qu'elle peut augmenter leurs chances de fertilité. Les sages-femmes, Madame Legros et Madame Lebel, travaillent dans 5 boutiques de souvenirs différentes à des moments différents. Les quintuplés rapportent plus de 50 millions de dollars en recettes touristiques totales à Ontario. Queensland devient la plus grande attraction touristique de l'Ontario de l'époque, surpassant le côté canadien des chutes du Niagara. Les stars hollywoodiennes qui viennent à Callander pour rendre visite au quintuplé comprennent Clark Gable, James Stewart, Bette Davis, James Cagney et Mae West. Les sœurs, leurs portraits et leurs images, ainsi que le Dr Dafoe, sont utilisés pour faire la publicité de produits commerciaux, notamment le sirop de maïs Caro, Quaker Oats, les lingettes Lysol, le savon Palmolive, Colgate, Aluminium Goods Manufacturing Co., Beehive Corn Syrup, Canada Starch Company, Carnation Milk, Colgate Palmolive Pit Co., Corn Products Refining et Crown Brand Corp Syrup et Baby Ruff. Elles font la promotion des ventes de lait concentré, de dentifrice, de désinfectants, de barres chocolatées et de nombreux autres produits, alors qu'elles ne sont même pas âgées de 5 ans. Le fonds fiduciaire des quintuplés augmente rapidement avec chaque journal et actualité portant leur nom. En 1934, un photographe de Toronto Star, Fred Davis, signe un contrat stipulant que les 10 000 $ que la Newspaper Enterprise Association verse dans le fonds des quintuplés interdisent à quiconque de photographier les quintuplés pendant 1 an, y compris leurs parents. Chaque actualité produite par Pathé News signifie un dépôt de 12 000 $ et 15 000 $ dans le fonds fiduciaire. La Madame Alexander Doll Company offre au quintuplé 5% de ses ventes totales, car de nombreuses personnes achètent des poupées qui ressemblent au quintuplé, en particulier à Noël. À leur 2e anniversaire, leur compte bancaire affiche 250 000 $. Bien que le fonds fiduciaire des quintuplés soit financé par le gouvernement canadien, les 5 filles ne sont pas riches et ne vivent pas confortablement. Elles gagnent 746 $ par mois. L'argent de leur fonds fiduciaire diminue en raison des dépenses liées au mariage, à la maison, à la pension alimentaire et ainsi qu'au divorce. On découvre que leur fonds fiduciaire contient moins d'argent que ce qui est généré par les publicités et les photographies des quintuplés. Au lieu que le gouvernement finance les recherches, la nourriture et les frais de déplacement des photographes et des cinéastes, le paiement provient des fonds fiduciaires des quintuplés. Lorsque les sœurs publient leurs livres révélant les souvenirs pénibles de leur enfance, le gouvernement n'est pas ébranlé. Le gouvernement ne tient pas du tout compte des souffrances que leur action cause et de leur impact sur l'enfance des quintuplés. Les sœurs demandent alors 10 millions de $ au gouvernement canadien, mais ne reçoivent aucune réponse. Avec l'aide de fils de Cécile, Bertrand,
La nouvelle est diffusée que des documents concernant les quintuplés de 1934 à 1937 ont été brûlés, ce qui amène le Premier ministre, Mike Harris, à offrir 2 000 $ par mois aux 3 sœurs encore vivantes à ce moment-là. Cependant, ces dernières estiment que cette offre est une insulte à leur égard et insuffisante pour rembourser les dommages causés. Elles veulent simplement ce qui a été volé de leurs fonds en fiducie. Elles font part de leurs besoins aux médias. Les sœurs refusent des offres de 2 et 3 millions de dollars. Elles finissent par accepter 4 millions de dollars et une analyse de leur compte en fiducie. Mike Harris rend visite aux sœurs et s'excuse au nom du gouvernement. En 1939, le docteur Dafoe démissionne de son poste de tuteur et Oliva Dion a de plus en plus de soutien pour que sa famille soit réunie. La famille est réunie parce que leurs parents font tout ce qu'ils peuvent pour récupérer la garde de leurs enfants. De plus, l'Église catholique et les communautés francophones du Québec et de l'Ontario font pression sur le gouvernement pour qu'ils accordent la garde à Oliva Dion. Ces efforts et cette pression découlent du fait que les Dion n'ont jamais accepté que la garde des quintuplés leur soit retirée. En 1942, la famille Dion emménage dans la pouponnière avec les quintuplés en attendant que leur nouvelle maison soit terminée d'être construite. En novembre 1943, toute la famille Dion emménage dans sa nouvelle maison. Le manoir en briques jaunes de 20 pièces est payé à même le fond des quintuplés. La maison dispose de nombreux équipements considérés comme luxueux à l'époque, notamment des téléphones, de l'électricité et de l'eau chaude, et est surnommée la Grande Maison. Le bâtiment est aujourd'hui une maison de retraite. La crèche est finalement transformée en école agréée où les sœurs terminent leurs études secondaires avec 10 filles catholiques romaines de la région qui sont choisies pour y assister. Au cours des années suivantes, l'ancien hôpital Dafoe est utilisé pour les recluses de Corbeil comme couvent. Lorsque la famille Dion est réunie, de nombreuses difficultés suivent. Les quintuplés se sentent éloignés de leurs frères et sœurs. Elles ont du mal à communiquer car elles parlent français et leurs frères et sœurs, eux, préfèrent parler anglais. Une fois qu'Oliva obtient la garde, il souhaite attirer l'attention sur lui. Il fait accompagner son véhicule par la police lorsqu'il sort avec les quintuplés, attirant constamment l'attention sur les quintuplés et sur lui-même. Bien que les parents affirment qu'ils souhaitent intégrer les fillettes dans la famille, les sœurs voyagent fréquemment pour se produire lors de diverses fonctions et s'habillent toujours de la même manière. Selon les récits des sœurs survivantes, les parents les traitent souvent à la maison comme une unité de 5 membres et leur font souvent des sermons sur les problèmes qu'elles ont causés à la famille par leur existence. Elles affirment avoir été physiquement maltraitées par leur mère. Elles sont considérées comme étant des esclaves dans la famille Dion. Elles ignorent pendant de nombreuses années que la maison somptueuse, la nourriture chère et la série de voitures dont la famille jouit ont été payées avec l'argent qu'elles avaient elles-mêmes gagné. Mais elles sont conscientes du fait que leur éducation signifiait qu'elles ne se sentiront jamais comme faisant partie de la grande famille Dion, et elles qualifient leur séjour dans la grande maison de la maison la plus triste que nous n'ayons jamais connue. Les sœurs Dion sont sorties de leur crèche et de la tutelle du gouvernement pour revenir dans une maison avec leur famille et être de nouveau exploitées et être des bêtes de foire. En 1995, les 3 sœurs survivantes déclarent que leur père les a agressées sexuellement pendant leur adolescence. Il a acheté du liniment en prétendant que cela aiderait Yvonne à guérir son rhume de poitrine. À 13 ans, elle se sentait obligée de se déshabiller devant son père. Son père lui frotte alors le liniment sur le cou, le sternum, les épaules et les côtes. Puis, il se tourne vers Emily et lui dit qu'il devait également appliquer le médicament sur elle. Les quintuplés craignent de faire des promenades en voiture avec leur père et ressentent le besoin de s'habiller de façon très conservatrice à cause de lui. Annette porte des cols roulés pour empêcher son père de la violer. Pendant les trajets en voiture, les filles sont serrées à l'avant avec leur père, pendant que les sièges arrière étaient en réparation. Il les aurait embrassées à la française et aurait posé ses doigts sur leur chemisier. Les quintuplés quittent le domicile familial à l'âge de 18 ans, en 1952, et ont peu de contact avec leurs parents par la suite. 3 d'entre elles se marient et ont des enfants. Marie a 2 filles, Émilie et Monique.
Annette a 3 fils, Jean-François, Charlie et Éric. Cécile a 5 enfants, Claude, Patrice, les jumeaux Bruno, mort à 15 mois, et Bertrand et Elisabeth. Émilie consacre sa brève vie à devenir religieuse. Yvonne termine ses études d'infirmière avant de se tourner vers la sculpture, puis devient plus tard bibliothécaire. Émilie meurt à l'âge de 20 ans des suites d'une crise d'épilepsie. À ce moment-là, elle a une série de crises alors qu'elle est postulante dans un couvent et a demandé à ne pas être laissée du coup sans surveillance. Mais la religieuse qui est censée la surveiller pense qu'elle dort et du coup elle est allée à la messe. Émilie, pendant ce moment-là, a malheureusement une autre crise. Elle se retourne sur le ventre et elle est incapable de lever son visage de son oreiller. Elle s'étouffe alors accidentellement. En 1970, Marie vit seule dans un appartement et ses sœurs s'inquiètent de ne pas avoir de nouvelles d'elle depuis plusieurs jours. Son médecin se rend chez elle et la trouve au lit, morte depuis plusieurs jours. On lui trouve alors un caillot de sang au cerveau. Annette et Cécile finissent toutes deux par divorcer. Et dans les années 1990, les 3 sœurs survivantes vivent ensemble dans la banlieue montréalaise de Saint-Bruno de Montarville. En 1965, l'auteur James Brough écrit un livre en collaboration avec les 4 sœurs survivantes de l'époque, intitulé « Nous étions 5 ». Pierre Berton publie une biographie intitulée « Les années Dionne », un mélodrame des années 30, en 1977, et est le narrateur d'un documentaire de l'Office national du film du Canada en 1978. En 1997, les 3 sœurs survivantes écrivent une lettre ouverte aux parents des septuplés McCaughey, les mettant en garde contre une trop grande publicité pour leurs enfants, après quoi elles concluent un accord de 4 millions de dollars avec le gouvernement de l'Ontario en guise de compensation pour leur exploitation dès leur naissance. Les 9 frères et sœurs des quintuplés sont tous décédés, le plus récent en 2021. En 2024, il reste 2 sœurs survivantes, Annette et Cécile. La propriété familiale d'origine est déplacée vers les années 60 vers un emplacement sur la route 11B, près de l'actuel Clarion Resort, puis de nouveau à North Bay en 85 et est transformée en musée à but non lucratif des quintuplés Dionne. Le musée est d'abord situé à l'intersection de la route 11 et de la route transcanadienne et présente de nombreux artefacts des débuts des quintuplés et de leurs années de croissance. En octobre 2016, le musée ferme ses portes et la ville de North Bay envisage de vendre le bâtiment comme excédentaire. Bien qu'une pétition soit diffusée par des citoyens pour qu'il soit signé et préservé comme structure historique. En 2017, des plans font surface pour que la ville vende le bâtiment et le relocalise dans un champ de foire dans le village de Sungridge, à 75 km au sud de North Bay. Le 9 novembre 2017, la ville de North Bay annonce son intention de déplacer la maison le 19 novembre vers un nouveau site au centre-ville de North Bay, sur Oak Street, dans une zone vacante, entre la résidence pour retraités Marina Point et le musée Discovery North Bay, une ancienne gare du Canadien Pacifique datant d'environ 1903. Est rouverte au printemps 2019. Un deuxième musée, le Callender Bay Heritage Museum, présente également de nombreux objets des quintuplés Dionne et est situé dans l'ancienne maison du Dr Fao. En 2018, la naissance des quintuplés est déclarée événement historique national. Les quintuplés ont alors passé les 3/4 de leur vie en tant que bêtes de foire, d'animaux de parcs animaliers. Elles étaient considérées telles quelles, à tel point que des millions et des millions de personnes, même venues de l'étranger, venaient les observer à travers les grilles de l'hôpital et de la crèche. Elles n'étaient pas du tout considérées comme des petites filles, comme des fillettes, comme des nourrissons, mais plutôt comme de l'argent. L'État, le gouvernement, a énormément profité d'elles pour leur faire participer à des publicités, pour les faire exposer à des foires.
Et lorsqu'elles ont réussi à sortir de ce cercle infernal du gouvernement, c'était au tour de leurs parents de leur faire subir tout cela. Au final, les 5 quintuplés ont eu une enfance juste horrible, puisqu'elles étaient considérées, comme je vous dis, comme des animaux. Et même après tout ce calvaire, elles ont dû se battre pour être reconnues comme des humaines et pour avoir l'argent qu'elles auraient dû avoir depuis leur plus jeune âge.